Un médecin ampute accidentellement la jambe d'un enfant noir handicapé, ignorant ce que son père s'apprête à faire. Rejoignez notre chaîne et abonnez-vous, car seuls ceux qui croient que chaque enfant noir handicapé mérite protection et précision agiront avant que cette histoire ne commence. Les froides lumières fluorescentes du centre médical Sycamore vacillaient au-dessus de sa tête tandis qu'Isaiah Barrett était conduit dans le dernier couloir menant au bloc opératoire. L'air était stérile, empli du bourdonnement discret des machines et des pas étouffés des infirmières avançant avec une urgence éprouvée. Les roues du lit d'hôpital grinçaient légèrement, un bruit qui résonnait plus fort dans l'esprit de Gregory Barrett que dans le couloir lui-même. Il marchait à côté de son fils, la main posée sur la rampe métallique, le regard fixe mais lourd du poids de ce moment. Isaiah était allongé, immobile, sa petite silhouette engloutie dans sa blouse d'hôpital trop grande, une main serrée fermement sur un vieux soldat de plomb vert. Il lui manquait un bras et une partie de sa base en plastique, mais pour Isaiah, il était invincible. Exactement comme il s'efforçait de l'être. Une infirmière à la barbe taillée se pencha pour ajuster la perfusion. « Ça va, mon pote » demanda-t-il doucement avec un sourire. Isaiah hocha la tête, même si ses lèvres tremblaient. « Oui » murmura-t-il, puis il tourna légèrement la tête vers son père. « Ne t'inquiète pas, papa. Je vais bien. » Gregory se pencha plus près, s'efforçant d'apaiser sa voix. « Je sais que tu vas bien » dit-il en serrant doucement la main d'Isaiah. Mais intérieurement, ses pensées bouillonnaient. Il s'était préparé à la stratégie militaire, aux décisions sur le champ de bataille, et même au débriefing des services de renseignement. Mais rien ne l'avait préparé à cela, une chambre d'hôpital où son fils de 9 ans perdrait une partie de lui-même à jamais. Devant le bloc opératoire, un deuxième infirmier examina le badge de Gregory. « On s'en occupe, monsieur, » dit-il, ferme mais respectueux. Gregory hésita un instant avant de lâcher la barrière du lit. « Fais en sorte qu'il se réveille, » dit-il. « On va le faire, » répondit l'infirmier, puis il poussa la double porte dans un léger sifflement d'air comprimé. À l'intérieur, le docteur Léonard qui examinait les dossiers affichés sur le terminal chirurgical. Ses gestes étaient précis, expérimenté. Il avait l'air de quelqu'un qui ne doutait pas de lui-même, qui ne tergiversait pas. Grand, soigné et la petite quarantaine, le docteur qui n'était considéré comme l'un des meilleurs chirurgiens orthopédiques de la côte est. Il était fier de ses interventions impeccables et de ses récupérations rapides. Il portait cette assurance comme un signe d'honneur, mais parfois, elle se transformait en précipitation. Il parcourut le dossier d'Isaiah et nota l'intervention surlignée. Amputation DE la jambe gauche, DUE à une dégradation neuromusculaire progressive. Il hocha la tête une fois, presque inconsciemment. Mais au moment où il se tournait pour lancer le protocole chirurgical, une nouvelle impression glissa du plateau latéral du terminal de prise de rendez-vous, une révision de dernière minute. Le coin de la page était tamponné, dossier mis à jour, 6h18 saisi par T. Holloway, stagiaire. Keane l'a pris sans s'inquiéter. Ses yeux parcoururent rapidement le texte, cherchant confirmation. L'opération indiquait désormais. Amputation DE la jambe droite, indication d'urgence en raison d'une dégradation tissulaire aiguë. Il fronça les sourcils, momentanément perplexe. Ce cas ne concernait-il pas la gauche, marmonna-t-il. Mais la matinée avait déjà été floue. 6 opérations au tableau. Un planning qui s'enchaînait. Il se massa la tempe, puis jeta un coup d'œil à l'anesthésiste qui préparait Isaiah, ajustant déjà la posologie. « Ils ont mis à jour le dossier ce matin » demanda Keane, plus pour lui-même que pour les autres. « Oui » répondit un technicien chirurgical ajustant les instruments. L'un des internes a repéré une incohérence et a avancé la révision. L'administration l'a validé. Keane hocha la tête d'un air entendu. Cela lui suffisait. Le système avait ses vérifications. Il lui faisait confiance, peut-être plus qu'il n'aurait dû. Il baissa son masque, expira et se dirigea vers la table d'opération où Isaiah gisait sous l'effet de l'anesthésie qui ralentissait. La poitrine de l'enfant remuait rythmiquement, et sa main serrait toujours le soldat de plomb, bien que sa prise se soit relâchée. « Commençons » dit Keane en enfilant ses gants. Un autre infirmier, de corpulence moyenne et rasé de près, énuméra la liste de contrôle de la procédure. Patient. Isaiah Barrett. Procédure, amputation de la jambe droite. Confirmé par le dossier chirurgical. Horodatage, révision à 6h18.
qui hocha brièvement la tête. L'infirmière marqua une pause. On veut vérifier les notes d'admission initiale. Pas besoin, répondit Keane. Tout est conforme. Sur ce, il se tourna vers la jambe droite d'Isaiah, et pratiqua la première incision. Dehors, Grégory était assis dans la salle d'attente, les doigts serrés. Il regardait droit devant lui, mais ses pensées étaient loin de la télévision en sourdine ni des conversations murmurées autour de lui. Il repensa au 8e anniversaire d'Isaiah, quand le garçon avait essayé de faire la course avec d'autres enfants au parc et s'était effondré au milieu du terrain. Il repensa aux visites chez le médecin, au 2e et 3e avis, à la façon dont Isaiah n'avait jamais demandé « Pourquoi moi ?» Un infirmier passa, lui adressant un signe de tête poli. Grégory ne le salua pas. Il était trop plongé dans ses pensées, comptant les minutes comme il comptait les secondes lors des missions de reconnaissance. Isaiah avait toujours été courageux. Mais maintenant, inconscient sous les lumières froides d'une salle d'opération, il était vulnérable au point que ses mains lui faisaient mal d'impuissance. De retour au bloc opératoire, les bips des moniteurs formaient un rythme doux et obsédant. Le docteur Keane travailla avec concentration, cousant avec précision à chaque geste. La jambe fut retirée proprement. L'équipe avança dans un silence d'habitude. Et tandis que la suture finale était nouée, le docteur Keane recula, retira ses gants et expira. « Bon travail », murmura-t-il en jetant un dernier coup d'œil au dossier à l'écran. Mais quelque chose se serra dans son ventre. Un instant de malaise traversa sa poitrine, qui disparut aussi vite. Il l'ignora, l'attribuant à l'épuisement. Après tout, le planning avait changé. C'était confirmé. Le système était respecté. Et pourtant, s'il avait regardé de plus près, il aurait remarqué le décalage. L'horodatage de la révision datait de 20 minutes avant l'opération, mais le scanner initial, l'évaluation initiale et les formulaires de consentement avaient tous spécifié la jambe gauche. Mais qui n'avait cessé de s'intéresser à la première confirmation. Il avait confiance dans le processus. Il avait confiance dans la rapidité. Il avait confiance dans le fait qu'il ne pouvait pas se tromper. « On va commencer par la jambe droite », murmura-t-il dans un souffle. Le scalpel transperça la peau d'une netteté remarquable. Le docteur Léonard, qui n'hésita pas une seconde lorsqu'il pratiqua la première incision, directement sur la partie supérieure de la jambe droite d'Isaiah Barrett. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement des machines et du rythme régulier du moniteur cardiaque. Les infirmières travaillaient silencieusement autour de lui, suivant des gestes répétés, inconscientes que quelque chose clochait profondément et dangereusement. 2 anesthésistes se tenaient près de la tête du garçon, le visage serein sous leurs masques chirurgicaux. Un technicien de salle d'opération passa chaque instrument au docteur qui n'avait qu'une précision discrète. L'intervention avait commencé exactement comme prévu, du moins sur le papier. Mais le papier pouvait mentir. Près de 3 heures s'écoulèrent pendant que l'équipe chirurgicale travaillait. Les tissus étaient prélevés. Les os séparés. Le sang soigneusement géré. Et une fois l'opération terminée, le docteur Keane recula, s'essuyant le front du revers de son poignet. « Bon travail », murmura-t-il. « Fermez-le. » Dehors, le monde avançait au ralenti. Le major Grégory Barrett arpentait la salle d'attente familiale, son instinct militaire le forçant à marcher lentement et avec mesure pour éviter de s'embrouiller. Darren était assis à proximité, les bras croisés, son badge de sécurité accroché à sa ceinture, les yeux rivés sur l'horloge toutes les quelques minutes. « Ils ont dit 2 heures », murmura Darren. Grégory hocha la tête mais ne dit rien. Il comptait les minutes dans sa tête. 146, maintenant 147. Dans l'aile post-opératoire, Isaiah fut transporté hors du bloc opératoire, son petit corps éclipsé par les couvertures et les tubes. L'équipe chirurgicale s'empressa de le transférer en salle de réveil. L'un des internes juniors, le docteur Michael Ray, âgé de 28 ans à peine, le suivait de près, le dossier du patient à la main, prêt à consigner les dernières notes. Il s'arrêta en arrivant au poste de l'infirmière et ouvrit le dossier. Son stylo flottait. Quelque chose clochait. « Attendez », marmonna-t-il en fronçant les sourcils. Il tourna le dossier et parcourut à nouveau le rapport de diagnostic. C'était clair, le compte-rendu chirurgical indiquait une amputation de la jambe gauche, due à une nécrose musculaire progressive et à une douleur insupportable. Mais la jambe marquée « abscission »
dans le compte rendu opératoire était la droite. Le docteur ressentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se tourna brusquement vers l'équipe chirurgicale toujours rassemblée près des lavabos, la voix tendue. Quelle jambe le docteur qui n'a-t-il opéré? Une infirmière de service leva les yeux, perplexe. La droite. Non, cucottarare. Non. Ce n'était pas prévu. La confusion se transforma en inquietude. Un à un, les membres de l'équipe comprirent ce qui s'était passé. Une erreur, si énorme qu'elle semblait impossible, commençait à se révéler en temps réel. De retour dans le cœur stérile de l'unité de réveil, le docteur Keane retirait ses gants lorsque Ray apparut, pâle et tremblant. « Vous avez opéré la mauvaise jambe », dit-il, presque s'étranglant. Le chirurgien se figea en plein mouvement, ses gants à moitié retirés. « Quoi ?» Ray poussa le dossier vers l'avant. C'était censé être la jambe gauche. Regardez le diagnostic initial. Gauche. C'est ce que le père a signé. C'est ce que les scanners ont confirmé. Le docteur Keane fixa le dossier, les yeux parcourant les lignes. Lentement, comme pour retarder la réalité, il attrapa le terminal numérique et afficha les notes du patient. Pendant un instant, il resta silencieux. Puis, d'une voix trop calme pour être naturelle, il dit « On m'a donné le programme opératoire mis à jour ce matin. Tran Holloway me l'a remis avant la préparation. Il indiquait la jambe droite. Tran est interne, répondit Ray. Il ne change pas les plans chirurgicaux. Il n'a même pas l'autorisation. » Un long silence s'ensuivit. « Ne dites rien pour l'instant, » dit sèchement le docteur Keane. « Laissez-moi parler à l'administration. On va gérer ça discrètement. » Discrètement, répéta Ray, la voix plus forte. Vous vous êtes amputé de la mauvaise jambe. Keane se retourna, le visage durci. Voulez-vous mettre un terme à votre carrière pour ça? On va procéder à une enquête interne. D'ici là, pas de déclaration. Compris? Certains acquiescèrent. D'autres restèrent immobiles. Mais une infirmière, postée près des moniteurs, retira discrètement ses gants, quitta la pièce et s'éclipsa dans le couloir. Elle s'appelait Jonathan Lewis, et il ne dit pas un mot en sortant son téléphone et en composant un numéro qui ne figurait sur aucune liste de contacts de l'hôpital. Dans la salle d'attente, la sonnette de l'ascenseur retentit doucement. Grégory se redressa lorsque les portes s'ouvrirent et qu'une infirmière apparut, poussant le brancard d'Isaiah. Le garçon était pâle et petit, à peine conscient. Grégory s'avança aussitôt, la voix basse. « Comment va-t-il » ? « Il se repose, » répondit l'infirmière, les yeux détournés. Grégory prit la main d'Isaiah et la caressa doucement. « Ha champion. » « Tu t'en es sorti. » Les yeux d'Isaiah papillonnèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et sa voix était faible. « Papa, pourquoi j'ai mal à la jambe droite ?» Le regard de Grégory se fixa sur l'épais rembourrage qui entourait la jambe droite d'Isaiah. « El eni silapa. » Ne bougea pas. Il se contenta de fixer, son esprit rattrapant une horreur que son instinct avait déjà enregistrée. La jambe droite. Pas la gauche. Quelque chose n'allait pas. Terriblement mal. Un frisson lent et insidieux lui parcourut l'échine tandis qu'il redressait sa posture avec une force silencieuse. Des années de discipline de combat s'imposèrent. Son visage resta indéchiffrable, mais intérieurement, une tempête déferla. Il fit un pas vers le lit d'hôpital, le regard fixé sur le membre bandé tandis qu'Isaiah s'agitait faiblement sous les couvertures. « Pourquoi ai-je mal à la jambe droite » murmura Isaiah, la voix rauque sous l'anesthésie. Ses yeux s'ouvrirent juste assez pour trouver le visage de son père. La gorge de Grégory s'asserra. Il déglutit, puis leva les yeux vers l'infirmière debout de l'autre côté du lit. Elle était figée sur place, les mains toujours posées sur le moniteur de perfusion, le visage pâle et les yeux écarquillés. Ses lèvres tremblaient comme si elle prononçait des mots silencieux qu'elle n'osait pas prononcer. « Qu'ont-ils fait » demanda Grégory d'une voix basse mais tranchante, comme une lame tirée juste assez pour montrer son tranchant. Il ne s'adressait pas à Isaiah. Il ne s'adressait même pas à la pièce. Il parlait à la vérité, exigeant qu'elle s'avance et s'explique. L'infirmière tressaillit, les doigts crispés. Elle fouilla dans la chemise en plastique au pied du lit et en sortit une feuille, un résumé post-opératoire, net mais accablant. Ses mains tremblaient lorsqu'elle le lui tendit. Grégory ne s'assit pas. Il allaita.
Ses yeux parcoururent le document, chaque ligne se gravant dans sa mémoire. Amputation de la jambe droite, disait le rapport, écrit à l'encre noire, souligné 2 fois comme pour s'assurer que personne ne le rate. Sa mâchoire se serra si fort qu'elle en eut mal. Le monde autour de lui se fondit dans un tunnel sombre. Les moniteurs bipèrent. Les bouches d'aération bourdonnèrent. Mais il n'entendit que les gémissements discrets d'Isaiah. Derrière lui, Darren entra, sentant que quelque chose avait changé. « Greg. »« Pas maintenant », rétorqua Gregory en levant une main sans se retourner. « Darren recula. » Un silence pesant emplit à nouveau la pièce. Gregory plia le résumé avec une précision chirurgicale et le glissa dans sa poche. Puis, sans un mot, il se retourna et sortit de la pièce. Chaque pas était mesuré. Contrôlé. Un silence de mort. Il ne se rendit ni au poste des infirmières ni à la salle d'attente. Il s'avança droit dans le couloir jusqu'à ce qu'il aperçoive une blouse blanche qui s'avançait dans sa direction. Le Dr. Keane. Le chirurgien leva les yeux, un sourire répété se dessinant, jusqu'à ce qu'il aperçoive le visage de Gregory. Ses pas ralentirent. Il hésita. « J'ai besoin de vous parler », dit Gregory d'un ton neutre. « Bien sûr, Major Barrett », répondit Keane avec prudence. « Allons dans un endroit isolé. » Gregory ne l'attendit pas. Il bifurqua vers un couloir vide et ouvrit une porte donnant sur un couloir latéral habituellement utilisé pour les chariots de rangement. Il attrapa une chaise et la plaça fermement contre le mur, puis se retourna. « Asseyez-vous, dit-il. Le docteur Keane cligna des yeux, incertain. « Yeah. Asseyez-vous. » Keane obéit. Les néons au plafond bourdonnaient faiblement, projetant une lueur stérile sur le linoléum. Le chirurgien s'agita, mal à l'aise, sa blouse blanche froissant contre la chaise. Gregory se tenait au-dessus de lui, les épaules carrées, le regard perçant. « Je veux la vérité, dit-il. Pas la version officielle. Pas le discours protecteur. Juste la vérité. » Le docteur Keane ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux se baissèrent au sol. « C'était une erreur de dossier », commença-t-il. « Le programme chirurgical a été révisé avant l'intervention. Je n'ai pas vérifié la dernière entrée. » Le silence de Gregory était plus fort que des cris. Le chirurgien leva les yeux, cherchant désespérément à s'expliquer davantage, mais l'homme devant lui n'écoutait pas les excuses, il en pesait les conséquences. « Vous n'avez pas vérifié. » La voix de Gregory baissa, grondant comme un tonnerre lointain. « La jambe de mon fils. » Keane deglutit visiblement. Le couloir semblait plus froid, le poids de ses mots aspirant l'air de la pièce. « Moi, Major Barrett, j'en assume l'entière responsabilité. »« Mais moi ?» Gregory se pencha légèrement, sans menace, sans violence, juste contrôlé, délibéré et profondément dangereux. « Vous avez accepté votre responsabilité en emportant ce scalpel au bloc opératoire. Vous l'avez accepté en contournant le protocole et en ignorant la liste de contrôle. Maintenant, vous voulez l'accepter une fois le mal fait ?» Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait comme un coup de massue. Keane baissa les yeux, les lèvres serrées, les doigts entrelacés nerveusement sur ses genoux. Gregory recula d'un pas, son esprit cataloguant déjà ce moment, l'enregistrant dans un registre grandissant d'échecs et de mensonges. Il se tourna lentement, les yeux plissés vers l'autre bout du couloir. « Ce n'est pas fini, » dit Gregory. Le silence dans la chambre d'hôpital d'Isaiah était épais et pesant. Les machines émettaient des bips rythmiques, injectant des médicaments dans le corps de l'enfant, immobile, à peine conscient. Gregory Barrett se tenait près de la fenêtre, les bras croisés sur la poitrine, le regard fixé sur le parking en contrebas, sans vraiment le voir. La question qu'Isaiah lui avait posée plus tôt résonnait dans la tête. « Pourquoi ai-je mal à la jambe droite ?» Gregory n'avait pas besoin de confirmation. Il avait vu les bandages, le compte-rendu chirurgical et l'air stupéfait de l'infirmière lorsqu'elle s'était rendu compte qu'il lisait le mauvais compte-rendu post-opératoire. La rage qui bouillonnait en lui n'avait pas éclaté, mais elle s'intensifiait. Il n'était pas homme à exploser. C'était un homme qui planifiait. Il s'avança dans le couloir, ses bottes lourdes sur le carrelage poli. Une infirmière tenta de lui parler, nerveuse, s'excusant, mais il leva la main. « Où puis-je consulter le dossier chirurgical de mon fils ?» demanda-t-il, calme et froid. En 20 minutes, Gregory avait obtenu l'accès au journal complet.
la documentation de l'intervention, les signatures, les horodatages et le programme chirurgical. Assis dans un bureau administratif silencieux, muni d'un ordinateur portable prêté par l'hôpital, il commença à décortiquer la chronologie comme une carte de champ de bataille. Son regard, vif et analytique, parcourait les dossiers ligne par ligne. Là. Un horodatage. Le programme chirurgical avait été modifié 20 minutes avant l'intervention. Par un certain T. Holloway. Grégory se pencha lentement en arrière. Holloway, murmura-t-il. Il demanda les métadonnées de connexion au service informatique, invoquant les droits parentaux et le préjudice subi par le patient. Un technicien hésita, jusqu'à ce que Grégory répète calmement « Alors, appelez votre superviseur. » Tout de suite. L'autorité dans sa voix rendit toute résistance vaine. Moins d'une heure plus tard, une clé USB fut livrée avec des journaux détaillés, montrant les modifications de dernière minute apportées par Holloway. Un fichier en particulier montrait que l'interne avait modifié manuellement le marqueur latéral de l'opération, croyant corriger une incohérence de formatage dans le système. Mais il n'avait pas comparé les résultats avec les diagnostics physiques. Grégory fixait l'écran. Une erreur administrative. Mais ce n'était pas tout. Une seule erreur ne pouvait pas porter un tel poids. Il fallait l'aider. Il ferma l'ordinateur portable et retourna dans la chambre d'Isaiah. Darren, son jeune beau-frère et ami de longue date, était assis près du lit. Ancien agent de sécurité privée, Darren était connu pour deux choses, la loyauté et la précision. Il se leva lorsque Grégory entra. « Qu'avez-vous trouvé » demanda Darren d'une voix calme. « Le dossier a été modifié avant l'opération » répondit Grégory. Un interne a fait la modification. Aucun oubli. Aucune vérification. Darren fronça les sourcils. C'est ça? C'est comme ça qu'ils ont coupé la mauvaise jambe. Grégory secoua la tête. Non. C'est là que la chaîne a commencé. Je vais trouver où elle s'arrête. Plus tard dans l'après-midi, Grégory demanda une faveur à Darren. J'ai besoin que vous vous occupiez de l'application du protocole chirurgical ici. Surtout pour le Dr Keane. Regardez les images de sécurité si vous pouvez. Darren hocha la tête sans poser de questions. Je m'en occupe. Alors que la nuit tombait sur le centre médical Sycamore, Grégory interrogea méthodiquement tous les infirmiers et techniciens qui avaient participé à l'opération. Certains restèrent muets, d'autres penauds. L'un d'eux a confirmé que le docteur qui n'effectuait rarement le « temps mort » obligatoire avant l'opération, un examen verbal préopératoire destiné à confirmer le bon patient, le site et la procédure. Un autre technicien, parlant à voix basse dans le couloir du personnel, a admis « il le saute généralement ». Il dit que c'est une perte de temps. Personne ne le signale parce que, eh bien, c'est Keane. Montrez-moi où cette perte de temps nous a menés, a demandé Grégory d'un ton sombre. Le lendemain matin, Darren est revenu avec les résultats. Il a entraîné Grégory dans une salle du personnel vide et a ouvert son ordinateur portable. Les protocoles de sécurité sont un vrai fouillis, a déclaré Darren. Les chirurgiens sont censés vérifier l'identité, la procédure et le site à 3 reprises. Keane a sauté cette étape lors d'au moins 4 interventions ce mois-ci. Personne ne fait respecter le système de liste de contrôle. C'est juste une case à cocher numérique. Vous pouvez cliquer dessus et continuer. Il a visionné des images de la caméra montrant le docteur Keane entrant au bloc opératoire sans réunion d'équipe, sans confirmation verbale. Ce n'était pas un faux pas isolé. C'est une habitude, dit Darren. Gregory expira lentament. Ses doigts tapotèrent le bord de la table. Il a sauté 3 étapes de confirmation, poursuivit Darren, tapotant les images l'une après l'autre. Ce n'est pas une erreur. C'est une habitude. Le message arriva sur le réseau interne de l'hôpital à 18h43, un message anonyme avec pour objet « Erreur chirurgicale massive impliquant un enfant aux dissimulations en cours ». En quelques minutes, des captures d'écran du message commencèrent à circuler parmi les infirmières de nuit. La formulation était délibérée, froide, factuelle. Cablant. Lorsque les administrateurs de l'hôpital furent alertés, le message avait déjà été copié, transmis et chuchoté dans les salles de repos comme une traînée de poudre. Les téléphones du personnel s'allumèrent avec des captures d'écran. Le mal était fait. Dans une pièce silencieuse de l'unité de soins pédiatriques, Grégory Barrett était assis à côté du lit d'hôpital de son fils,
inconscient de la tempête qui grondait à l'extérieur. Mais à l'intérieur, une autre tempête se préparait. Isaiah n'avait pas parlé depuis près de 30 minutes. Le garçon gisait immobile, sa petite silhouette engloutie par les couvertures, le faible vrombissement de la perfusion étant le seul bruit qui emplissait le silence. Puis, dans la pénombre de la pièce, Isaiah tourna légèrement la tête vers son père et murmura « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Grégory ferma lentement les yeux. Il saisit la main d'Isaiah, celle qui n'était pas attachée par du sparadrap et des tubes, et secoua la tête. « Non. Tu n'as rien fait, dit-il doucement, bien que quelque chose en lui se brisât. Pas seulement en tant que père, mais en tant qu'homme qui avait passé sa vie à planifier, à préparer, à anticiper les menaces, et qui n'avait toujours pas vu celle-ci venir. Quand il sortit dans le couloir, son visage était un masque de sang-froid, mais son esprit tournait à une vitesse différente. Darren l'attendait là, les bras croisés, les yeux plissés. « Il se passe quelque chose, dit-il doucement. Le personnel est nerveux. Comme si quelque chose se propageait. » Grégory hocha la tête. « Je veux savoir exactement quoi. » En quelques heures, Grégory eut confirmation du message. Darren intercepta une copie envoyée par l'un de ses contacts de sécurité aux urgences. Le message ne mentionnait pas Isaiah, mais ce n'était pas obligatoire. La chronologie, l'erreur, la mention de la jambe d'un enfant, tout indiquait une seule chose. Mais Grégory n'était pas prêt à rendre l'information publique. Pas encore. Au lieu de cela, il changea de cap. L'enquête qu'il avait commencée dans l'ombre s'accéléra. Il accéda au registre de rotation du personnel de l'hôpital et récupéra l'emploi du temps du docteur Keane des 2 semaines précédentes. Les données le frappèrent comme un coup de poing. Le jour de l'opération d'Isaiah, qui n'avait pratiqué 6 opérations consécutives. Aucune pause. Aucune confirmation de « temps mort » enregistré entre les interventions. C'était une chaîne de montage humaine. Une usine, pas un hôpital. Grégory a relevé les noms de chaque patient traité ce jour-là, en notant chaque horodatage et en croisant les registres avec le logiciel de conformité de l'hôpital. Ce qu'il a découvert ensuite l'a glacé. À 2 reprises ce mois-là, le nom du docteur qui n'avait été signalé pour violation du règlement, impliquant des confirmations hâtives. Les 2 fois, les alertes avaient été ignorées manuellement. Quelqu'un l'avait remplacé. « J'ai besoin d'une expertise médico-légale », a dit Grégory à Darren en lui tendant un dossier imprimé. Darren haussa un sourcil. « Tu crois que quelqu'un le protège ? » « Je pense que quelqu'un a construit un système où il n'avait pas besoin de protection, car personne ne le surveillait. » Cette nuit-là, Grégory appela un ancien contact de l'armée nommé Bryce Whitner, un expert en cybersécurité devenu auditeur médical. « J'ai besoin que tu remontes la chaîne de décision, » dit Grégory. « Je t'enverrai les fichiers dans l'heure. » Pendant que Bryce commençait son audit à distance, Grégory veilla jusqu'au lever du soleil à établir une chronologie. Chaque page qu'il imprimait était affichée au mur de la chambre d'amis qu'il avait transformée en tableau de bord. Des marqueurs rouges encerclaient les horodatages. Des lignes jaunes reliaient les interventions programmées de Keane aux avertissements de l'hôpital. On aurait dit un champ de bataille, et d'une certaine manière, c'en était un. Pendant ce temps, Isaiah sombrait dans le désespoir. Le garçon qui avait autrefois construit des forts dans le salon et donné un nom à chacun de ses soldats de plomb était désormais incapable de se lever du lit. Les analgésiques le rendaient somnolent, mais pas engourdi. Grégory arriva un après-midi et le trouva recroquevillé contre le mur, des larmes silencieuses trempant l'oreiller. Isaiah leva lentement les yeux et dit « Je ne veux pas être comme ça pour toujours. » Grégory s'assit au bord du lit, la voix basse. « Tu ne pourras plus jamais. » « Mais je ne peux pas marcher, » murmura Isaiah. « Et si je ne pouvais plus jamais ?» Grégory posa doucement une main sur l'épaule de son fils. « Alors, nous trouverons un moyen de faire de nouveaux pas. Des plus forts. » Plus tard dans la soirée, Grégory reçut un message de Bryce. Le message était court mais percutant. « Tu avais raison. J'ai trouvé des solutions de contournement. Cela va plus loin que Keane. » De retour à l'hôpital, la situation commençait à changer. Quelques membres du personnel, restés silencieux, commencèrent à contacter discrètement Darren. Ils voulaient parler, mais seulement en privé. Un aide-soignant admit que le docteur Keane refusait souvent de participer au contrôle de « confirmation finale » s'il était en retard.
Un technicien en chirurgie a déclaré avoir vu des infirmières soulever des inquiétudes à plusieurs reprises, mais les plaintes ont tout simplement disparu. Et pourtant, personne à l'hôpital n'avait vraiment demandé de compte à Grégory. À la place, ils ont envoyé un représentant du service juridique qui a frappé à la porte de son logement temporaire tard un soir, une enveloppe scellée à la main. « Nous aimerions résoudre ce problème rapidement », a déclaré l'homme avec un sourire forcé. Grégory n'a pas ouvert l'enveloppe. « Ce n'est pas une question d'argent. Nous sommes prêts à faire une offre, » a-t-il interrompu. « Vous n'avez pas perdu la jambe de votre fils. C'est moi. » L'homme s'est raidi. Nous essayons simplement de faire ce qui est le mieux pour toutes les personnes concernées. Grégory s'est avancé, sa présence étant suffisante pour le faire reculer d'un pas. Non. Vous essayez de protéger votre nom. Mais ce qui est le mieux pour toutes les personnes concernées, c'est la vérité. Et cette vérité n'a pas de prix. La porte s'est refermée sans bruit. L'enveloppe est restée scellée, intacte sur la table. Alors que Grégory se tenait au bord du lit d'Isaïa cette nuit-là, regardant son fils dormir, quelque chose en lui s'apaisa, non pas de paix, mais de clarté. Ce n'était pas un procès. C'était une mission. Il s'agenouilla, écartant une mèche de cheveux du front d'Isaïa. Son fils remua légèrement, mais ne se réveilla pas. Grégory murmura, non pas pour être entendu, mais pour se rappeler, « Ils ont volé l'avenir de mon fils parce qu'ils étaient paresseux. » Il se leva, le regard figé par la résolution. Ils ne sont pas prêts pour la suite. Vous avez enlevé la mauvaise jambe à mon fils. Vous n'avez pas le droit de me prévenir. Les mots tranchèrent le silence comme une lame, tranchant et mesuré, prononcés non pas avec colère, mais avec une clarté absolue et inébranlable. Grégory Barrett se tenait droit, le dos droit, les yeux rivés sur le docteur Leonard Keane, assis en face de lui dans une salle de conférence stérile et sans fenêtre, au 5e étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville. La lumière fluorescente projetait des ombres pâles sur la longue table rectangulaire qui les séparait, mais rien dans la pièce ne semblait plus froid que l'air entre les deux hommes. Le docteur Keane, toujours vêtu de sa blouse blanche comme pour le protéger de ce qui allait arriver, se renversa dans son fauteuil avec un mélange d'épuisement et de défi. Ses doigts jouaient avec le stéthoscope enroulé autour de son cou, une manie nerveuse dont il ignorait l'existence. L'espace d'un instant, il avait envisagé de faire l'impasse sur cette réunion. Mais la curiosité, et la peur tenace que Grégory puisse faire quelque chose d'imprévisible, l'avaient attiré ici. Grégory resta silencieux un instant. Il prit une chemise en cuir noir et en sortit lentement une épaisse liasse de documents. Chaque page était soigneusement étiquetée et codée par couleur. Jaune pour les erreurs de procédure, bleu pour les déclarations des témoins, rouge pour les communications internes. Il ouvrit la chemise entre eux et la fit glisser sur la table. Les papiers bruissaient légèrement dans la pièce silencieuse tandis que Keane commençait à les feuilleter. « Vous avez été occupé » murmura Keane à voix basse. Grégory ne répondit pas. Son regard resta rivé, non pas sur les documents, mais sur Keane lui-même, observant chaque lueur d'émotion qui traversait le visage du chirurgien. La confusion suivit l'incrédulité, puis quelque chose de plus lourd, la prise de conscience. Chaque document était précis. Nom, date, heure. Rapport de témoins. Advertisements ignores. Nombreux cas où les listes de contrôle préopératoire avaient été omises ou falsifiées. Même la plainte d'un technicien de salle d'opération datant de 3 mois plus tôt, affirmant que Keane refusait de participer aux pauses verbales parce qu'il savait ce qu'il faisait. Keane s'arrêta sur un courriel provenant du système interne de l'hôpital. C'était bref, mais accablant. Un avertissement concernant les protocoles d'inadéquation des patients, envoyé aux administrateurs de l'hôpital, son nom figurant en gras. Il avait été marqué « faible priorité » et archivé. Grégory l'avait quand même trouvé. Keane expira lentement, repoussant les documents comme s'il lui brûlait les mains. « Qu'est-ce que c'est exactement » demanda-t-il en essayant de garder son sang-froid. « Ceci, dit Grégory calmement, est un miroir. Il vous montre exactement quel genre de chirurgien vous êtes devenu. » L'amchoira de Caena s'aserra. Écoutez, je ne suis pas venu ici pour... Pourquoi ? Interrompit Grégory en se penchant en avant. Negocier? Me faire la leçon sur votre surmenage ? J'ai lu tous les rapports de patients des 6 derniers mois. Vous n'avez pas simplement fait une erreur, docteur. Vous avez bâti un système basé sur le saut d'étape.
sur la confiance en votre mémoire plutôt qu'en la procédure. Et quelqu'un vous a laissé faire. Le visage de Kinpali. Les murs de confiance qu'il avait bâtis au fil des années de prestige, de récompenses et de critiques impeccables commençaient à s'effondrer. Il s'éclaircit la gorge, mais la voix s'interrompit à mi-chemin. Vous ne comprenez pas la pression. Je comprends la pression, dit Grégory, les yeux plissés. J'ai pris des décisions sur le champ de bataille qui ont déterminé qui survivait et qui mourait. Mais je n'ai jamais joué. J'ai tout vérifié 2 fois. Parce que des hommes sont morts quand je ne survivais pas. Vous avez joué avec la vie de mon fils. Et pourquoi? La rapidité? La commodité? Le silence retomba, dense et étouffant. Devant la porte de la salle de conférence, Darren montait la garde telle une sentinelle de pierre, les bras croisés, la posture alerte. Il n'était pas seulement le beau-frère de Grégory, il était son bras droit dans cette opération. L'hôpital ignorait que Grégory montait un dossier. Ils ignoraient le pseudonyme qu'il avait utilisé pour déposer une plainte auprès du Conseil de surveillance médicale de l'État. Ils ignoraient qu'un audit inopiné aurait lieu dans quelques jours. Mais Kin le saurait maintenant. Vous avez déjà rendu cela public? Demanda Kin en s'agitant sur sa chaise. Sa voix avait perdu de sa fermeté. Non, répondit Gregory. Pas encore. Parce qu'il ne s'agit pas de vous ruiner dans la presse. Il s'agit de dénoncer le système qui vous a protégé. Kin cligna des yeux. Que voulez-vous? Grégory se leva lentement, non pas par colère, mais avec détermination. Il contourna la table, s'arrêtant à quelques centimètres du médecin assis. Il se pencha légèrement, sans être menaçant, mais avec une détermination inébranlable. Je veux voir le système qui vous protégeait se déchirer. On frappa plus fort que prévu à la porte de la salle de préparation du bloc opératoire. Ce n'était ni une infirmière ni un médecin, mais un inspecteur d'État, presse-papier à la main, flanqué de 2 autres. Pas de préavis. Pas de rendez-vous. Juste l'arrivée froide de l'autorité. Le centre médical Sycamore n'était pas prêt. En quelques heures, le silence stérile du service chirurgical de l'hôpital fut brisé. Des réunions éclatèrent dans les coins, des conversations chuchotées se transformèrent en avertissements feutrés, et des regards nerveux parcoururent les couloirs. Grégory Barrett avait parfaitement prédit cette réaction. Il avait déjà vu comment les systèmes se protègent, d'abord par le silence, puis par la panique. Dans la salle des urgences, un jeune infirmier en chirurgie nommé Nolan était assis, raide comme un i sur une chaise en plastique. Il évitait ce moment depuis des semaines. L'un des enquêteurs était assis en face de lui, la voix calme mais ferme. Parlez-nous des temps morts avant les opérations du Dr Kin. Nolan déglutit, la gorge sèche. Il n'en fait pas vraiment, dit-il. Parfois, il marmonne pendant qu'on le regarde, mais la plupart du temps, il les saute. Quelqu'un le défitait-il. Nolan hesita. En essai. Une fois. Il a clairement fait savoir que les retards n'étaient pas acceptables. Il a dit qu'on essayait de saper son autorité. L'enquêteur griffonna doucement. Pouvez-vous nous donner des exemples précis? Les doigts de Nolan s'agitèrent sur ses genoux. Il y a 3 semaines, il a failli opérer un patient nommé Martin Diquin. Mauvaise chambre. Mauvais dossier. Une des infirmières de service l'a détecté quelques secondes avant de pratiquer la première incision. À l'extérieur de la chambre, Grégory se tenait à côté de Darren, regardant une autre infirmière passer devant eux, le visage pâle. Ils ont peur, marmonna Darren. Mais ils commencent à parler. Grégory ne répondit pas. Il fixait la porte de sécurité au bout du couloir. Il savait ce qui se cachait derrière. Des journaux de données, des messages internes, des autorisations d'accès. Et surtout, la trace numérique de la négligence. Ce soir-là, dans le bureau de Darren, les 2 hommes étaient assis côte à côte, l'écran s'illuminant de fichiers chiffrés. Darren brancha un appareil compact, doté d'une technologie de déchiffrement de niveau militaire, adapté à un usage civil. Il bourdonnait doucement en parcourant le système d'archivage interne de l'hôpital. Grégory se pencha en avant, parcourant du regard les dossiers qui se déverrouillaient un par un. C'est ça, dit Darren en pointant du doigt. Regardez, ce sont des rapports internes supprimés. Quelqu'un a essayé de les effacer. Grégory ouvrit un fichier. C'était une chaîne de courriels internes entre les superviseurs infirmiers.
Il décrivait non pas une, mais 2 précédentes interventions chirurgicales évitées de justesse impliquant le docteur Keane, des cas où des patients avaient été préparés pour des interventions non prévues. Dans les 2 cas, les infirmières avaient interrompu le processus juste à temps. Et les 2 incidents avaient été classés sans suite. Et Reed ? Demanda Gregory. Darren explora plus en profondeur les journaux de communication administrative. Tiens. Il a souligné un message du directeur de l'hôpital, Malcolm Reed, adressé au médecin-chef. L'objet du message était « Préoccupation concernant les indicateurs d'efficacité du Dr Keane ». Gregory a lu le corps du message à voix haute. Bien que nous apprécions la diligence de notre équipe chirurgicale, la productivité financière du docteur Keane ne peut être ignorée. Je recommande que tout écart mineur dans la procédure soit traité de manière informelle, sauf s'il entraîne une erreur grave. Il a expiré lentement. Il savait. Il s'en fichait, c'est tout. Pendant des heures, Gregory a rédigé un rapport, rassemblant méticuleusement des journaux horodatés, des témoignages de lanceurs d'alerte et des communications cachées. Chaque fichier a été catalogué et étiqueté. Une fois terminé, il a scellé le tout dans un dossier numérique sécurisé et l'a chargé sur une clé USB neuve. Ce ne sont pas des preuves, a dit Darren en l'observant. C'est un plan. Gregory a hoché la tête. Un plan pour une exposition. Plus tard dans la soirée, Gregory était assis seul à la table de la cuisine, la lueur de l'écran de son ordinateur portable projetant des ombres sous ses yeux. Il créa un email jetable et l'adressa à 10 organismes de surveillance différents. Il ajouta 2 journalistes d'investigation spécialisés dans les négligences médicales, puis hésita sur la dernière entrée, un podcast qui avait autrefois révélé un scandale national de transplantation. I'll tapa lunam. The needle's edge. L'objet était simple, la jambe qu'ils ont prise, une catastrophe chirurgicale pédiatrique. Dans le corps du message, il écrivit « Vous trouverez ci-joint un rapport concernant le Sycamore Medical Center et la pratique persistante de négligence chirurgicale sous la direction du docteur Leonard Keane. Ce n'est plus seulement l'histoire de mon fils. C'est aussi la vôtre. » Puis, d'une main ferme, il appuya sur envoyer. « Ce n'est plus seulement l'histoire de mon fils, » écrivit-il. « Si ce moment vous a retourné l'estomac et vous a brisé le cœur, ne faites pas défiler. Abonnez-vous et devenez membre, car le silence a permis la négligence médicale pendant bien trop longtemps. » Alors que l'équipe de relations publiques de l'hôpital s'efforçait de rédiger un communiqué de presse vague et limitant les dégâts, l'épisode du podcast est tombé sans prévenir. Intitual The Leg They Took. I'll a fate unto Baxter Internet. En moins de 2 heures, il s'est hissé dans le top 10 des classements nationaux. L'animateur, un journaliste d'investigation à la voix calme, connu pour ses enquêtes sur les erreurs médicales, a commencé par une phrase cinglante. Et si votre enfant était opéré pour une raison et en ressortait avec un résultat pire que celui qu'il avait subi? L'épisode s'est déroulé comme un feu lent. Des interviews anonymes d'infirmières ont décrit l'environnement précipité, les démarches incontrôlées et la peur de s'exprimer. Des courriels horodatés ont montré que les avertissements avaient été ignorés. Un analyste médical a décrypté la chaîne de négligence. Et une trace numérique issue du système de l'hôpital a été utilisée pour cartographier les décisions imprudentes du Dr Keane, étayées par des journaux internes et des métadonnées discrètement extraits par Gregory et Darren. L'épisode n'a pas seulement expliqué l'erreur, il a exposé le système qui l'a permise. À midi, les chaînes d'information locales ont repris l'affaire. Puis les journaux régionaux. Et à la tombée de la nuit, une équipe de tournage se tenait aux portes du centre médical Sycamore, filmant les manifestants agitant des pancartes et scandant des slogans contre le vent. « Les médecins ne sont pas des dieux », criait l'un d'eux. Une autre pancarte disait « Une jambe d'Eutrope ». Des images de la foule ont été diffusées lors de l'émission du soir, des voix pleines d'indignation exigeant des comptes. À l'intérieur de l'hôpital, le chaos s'est installé. Le docteur Leonard Keane, autrefois considéré comme une étoile montante, a été suspendu dans l'attente d'une enquête officielle. Mais Gregory n'a pas bronché à l'annonce. Il a suivi la conférence de presse depuis le coin de la chambre d'hôpital d'Isaiah, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Lorsque Darren a murmuré « Ils ont enfin fait quelque chose », Gregory a répondu sans quitter l'écran des yeux. La suspension n'est qu'un retard. La célébration n'était pas seulement prématurée, elle était hors de propos. Isaiah était allongé dans son lit derrière lui,
les yeux enfoncés, la peau pâle. Sa douleur avait changé. Ce n'était plus le membre manquant, c'était plus profond, plus sombre. Une légère fièvre s'était installée et sa respiration était devenue irrégulière. Grégory appela une infirmière, puis un médecin. Après un examen rapide, des murmures se répandirent parmi le personnel, leur voix chuchotée n'étant interrompue que par une phrase. Possibilité d'infection à la jambe restante. Grégory exigea des réponses. Expliquez-moi ça comme si je n'étais pas un parent distrait. Que se passe-t-il? L'un des résidents hésita avant de répondre. Le membre non traité, sa jambe gauche, développe une infection profonde. Nous pensons qu'elle se propage. Une amputation pourrait être nécessaire. Non, dit Grégory sèchement. Pas encore. Pas comme la dernière fois. Mais si nous tardons, commença le médecin, cela pourrait devenir systémique. Grégory secoua la tête, la pression dans sa poitrine se faisant plus forte. Pas avec votre équipe. Pas avec quiconque lié à cet endroit. Je veux quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sache ce que coûte une erreur. Il sortit dans le couloir et sortit son téléphone, les mains tremblantes non pas de peur, mais de fureur trop longtemps contenue. Un nom lui était resté gravé dans la tête depuis l'échec de la première opération, le docteur Adrian Locke. Un chirurgien traumatologue rencontré lors de son 3e déploiement à l'étranger. Discipline. Inébranlable. Précis. Grégory avait un jour vu Locke fermer une artère sous le feu ennemi. Il ne confierait plus Isaiah à personne d'autre. L'appel fut bref. Locke écouta, ne l'interrompit pas et confirma en quelques minutes. « Je serai là demain », dit-il. Préparez simplement une chambre stérile et une équipe de confiance. Le lendemain matin, l'atmosphère à Sycamore était chargée de tension. Les journalistes s'attardaient à l'entrée. Le personnel évitait le contact visuel. Le docteur Locke arriva sans tambour ni trompette, vêtu d'une veste sombre et portant un sac de sport ordinaire. Son attitude était conforme à ses souvenirs, le regard perçant, calme et concentré. Dans la chambre d'Isaiah, Locke examina le garçon d'une main douce, lui murmurant doucement tout en vérifiant la circulation et la température le long de sa jambe enflée. Lorsqu'il sortit, Grégory et Darren attendaient. « Alors ?» demanda Grégory à voix basse. Locke n'en édulcora pas la situation. « Vous avez bien fait d'appeler. L'infection est agressive. Attendre plus longtemps risque de provoquer une septicémie. » Grégory ferma les yeux un instant. Alors, que faire? Amputation immediate, dit Locke. Cette fois, sans droit à l'erreur. Mais j'ai besoin d'une autorité totale sur l'équipe du bloc opératoire. Pas d'interférence du personnel hospitalier en qui vous n'avez pas confiance. Vous l'aurez, dit Grégory. Et je serai dans la salle. La 2e opération commença selon des protocoles stricts et rigoureux. Grégory se tenait dans la salle de préparation opératoire, le regard perçant, les bras croisés sur la poitrine, à l'arrivée de chaque membre de la nouvelle équipe chirurgicale. Fini les visages pressés et les salutations saccadées. L'atmosphère du jour était lourde de conséquences. Le docteur Adrian Locke, chirurgien traumatologue et ancien allié militaire de Grégory, entra le dernier. Son attitude était calme, posée, presque clinique. Contrairement à Keane, il ne comptait ni sur le charme ni sur la réputation, mais sur la précision. Grégory ne faisait plus confiance à personne. Ni au nom, ni au titre, ni aux assurances. Il examina donc lui-même les formulaires de consentement, ligne par ligne. Il confirma les notes chirurgicales. Il fit imprimer et plastifier les scanners, puis les surligner en sections de couleurs. Le nom, l'âge, les informations médicales et l'état d'Isaiah furent examinés et répétés à voix haute, 2 fois. Grégory ne broncha pas lorsqu'on lui demanda si c'était excessif. L'excès, c'est un enfant qui se réveille sans la jambe droite, répondit-il. Une caméra installée dans un coin du bloc opératoire clignotait en rouge. L'intervention serait enregistrée en direct, archivée dans un nuage juridique que Grégory avait organisé par l'intermédiaire du cabinet de Darren. Chaque mot, chaque geste serait enregistré. Il n'y aurait aucune remise en question, aucune révision des faits. L'enjeu était trop important. Grégory ne se contentait pas de protéger son fils cette fois. Il documentait la norme qui aurait dû exister depuis le début. Dans la salle stérile et bourdonnante, Isaiah gisait immobile. Pâle, petit,
drapé dans des draps blancs qui recouvraient tout sauf la jambe qui devait finalement être retirée. La bonne jambe. Celle qui, même maintenant, était enflammée par la maladie initiale et présentait un risque vital. Le docteur Locke procéda à une dernière inspection, s'arrêtant pour croiser le regard de Grégory derrière la lunette chirurgicale. Un hochement de tête fut échangé entre eux, non pas par amitié, mais par contrat. L'intervention elle-même était impeccable. Le docteur Locke travaillait avec l'efficacité tranquille d'un homme qui ne remettait pas en question ses mouvements. Pas de paroles inutiles. Aucun regard à l'horloge. La salle suivit son exemple. Personne ne bougea sans confirmation. Le temps mort fut exécuté par tous les membres de l'équipe chirurgicale, chacun prononçant le nom complet d'Isaiah, l'intervention et le membre concerné, 3 fois. La caméra capta tout. Une fois l'opération terminée, Grégory entra en salle de réveil, l'anesthésie se dissipant. Isaiah remua, les paupières battantes, le visage pâle sur l'oreiller blanc. Il n'y eut ni cri ni sanglots. Juste le silence. Isaiah, murmura Grégory en s'agenouillant près du lit, tu m'entends? Le garçon cligna des yeux, le regard lourd. Il tourna lentement la tête vers son père, l'expression indéchiffrable. Je suis là, mon fils. Les lèvres d'Isaiah s'entr'ouvrirent légèrement. Ils m'ont pris les jambes, n'est-ce pas? Sa voix était sèche et faible. Grégory tendit la main et lui prit la sienne. Oui, dit-il. Mais ils ne t'ont pas pris ton combat. Isaiah ne répondit pas. Il fixait simplement le ciel, ni en colère, ni triste, juste stupéfait par le nouveau monde dans lequel il s'était réveillé. Grégory resta à ses côtés pendant des heures. Quand Isaiah se rendormit, Grégory s'assit dans un coin de la pièce, son carnet sur les genoux. Il n'avait pas terminé. Les jours suivants, une transformation s'opéra. Grégory puisa dans ses propres économies et acheta des prothèses dernier cri. Pas de retard, pas de bureaucratie. Darren transforma leur garage en salle d'entraînement, l'équipant de sols rembourrés, de barres parallèles et de miroirs. S'il doit se battre, dit Darren, il va avoir besoin d'une arène. La terapia commença lentament. Isaiah parlait à peine. Les prothèses étaient intimidantes, métal froid, ceinture lourde, mouvement maladroit. La première fois qu'il essaya de se lever, il s'effondra. Grégory ne se précipita pas pour le soulever. Il s'accroupit à côté de lui et attendit. « Il ne pensait pas que tu sortirais de ce bloc, dit-il. Mais vous l'avez fait. Et vous allez vous relever. Pas à pas. » Pendant ce temps, devant la maison, la justice s'activait. Le docteur Léonard qui n'avait été arrêté 2 jours après la 2e opération d'Isaiah. D'autres cas apparaissaient. Des accords tacites, des plaintes ignorées, des incidents étouffés. Les enquêteurs examinaient maintenant l'intégralité de son dossier chirurgical. Les médias n'avaient pas encore pris de nouvelles, mais ils le feraient. Grégory préparait les dossiers. 2 membres du conseil d'administration de Sycamore Medical avaient démissionné sous la pression, invoquant des « raisons de santé ». Grégory savait qu'il n'en était rien. Ils échappaient à la zone d'explosion. Mais pour lui, il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de rendre des comptes. Il s'agissait de construire quelque chose qui ne puisse plus s'effondrer. Et cela nécessitait une dernière confrontation. Il demanda une réunion, non pas avec des avocats, ni avec Keane. Avec Malcolm Reed. Le directeur de l'hôpital qui avait approuvé toutes les exceptions à la politique, qui avait ignoré les signaux d'alarme, qui avait placé les recettes au-dessus de la responsabilité. Grégory envoya la demande directement et attendit la réponse. Le lendemain matin, c'était arrivé. Un moment. Un lieu. Grégory se tenait sur le seuil de la chambre d'Isaiah avant de partir. Le garçon dormait, les bras repliés sur la couverture, le visage apaisé pour la première fois depuis des semaines. Grégory se pencha et déposa un doux baiser sur son front. Puis il murmura ces mots qui n'étaient plus une menace, mais une promesse. « Maintenant, tu vas m'aider à reconstruire cet endroit comme il se doit. » La lourde porte de la salle de réunion se referma avec un léger clic derrière Malcolm Reed lorsqu'il entra. La pièce était sombre, éclairée seulement par un unique plafonnier qui projetait une faible lueur sur la longue table de conférence grise. L'air était vicié, immobile et impitoyable, à l'image de la réunion qui allait se dérouler. Grégory Barrett était assis au fond, déjà bien droit sur son siège, bloc-notes et dossier ouverts devant lui,
le regard perçant et immobile. Malcolm redressa les épaules et ajusta le poignet de son blazer, essayant de se contrôler, mais ses mouvements étaient raides. Il avait la mâchoire serrée, les lèvres pâles. L'attention du public l'avait vieilli rapidement au cours du mois précédent. Son assurance, autrefois assurée, avait cédé la place à une sorte de désespoir prudent. I'll any parla palu premier. Il ne pouvait pas. Pas avec Grégory qui le fixait ainsi, calme en apparence, calculateur en profondeur. Ce n'est pas une négociation, dit Grégory d'une voix basse et posée, tranchant le silence comme un ordre. C'est ta dernière chance de faire quelque chose d'honorable. Malcolm expira lentement, puis s'avança et tira la chaise en face de Grégory. Le frottement du métal contre le sol en linoléum résonna trop fort. L'hôpital a suivi le protocole, dit-il d'une voix ferme mais lasse. Nous avons examiné toutes les plaintes. Aucune politique n'a été enfreinte. Grégory ne cligna pas des yeux. Au lieu de cela, il fit glisser une pile de papier sur la table. Alors, explique-moi ça, dit-il. Malcolm baissa les yeux. Des courriels imprimés. Des dizaines. Tous portaient son nom. Tous rejetaient des plaintes internes contre le docteur Keane. Des rapports de dénonciation. Des avis d'infraction. Des avertissements. Quelques-uns avaient été marqués « haute priorité » par les auditeurs internes. Tous ignorés. En lisant, le visage de Malcolm changea. D'abord la confusion, puis le malaise, puis un éclair de honte. Il essaya de la dissimuler, mais Grégory vit tout. Tu as joué avec le silence, continua Grégory d'une voix ferme mais chargée d'une fureur contenue. Et mon fils en a payé le prix. Les mots résonnèrent dans la pièce, rebondissant sur les murs froids avec le poids de l'accusation et de la vérité. Malcolm se rassit lentement, paraissant plus petit maintenant, les mains jointes fermement sur ses genoux. Je n'avais pas l'intention, commença-t-il, mais Grégory leva la main. Arrêtez, dit-il fermement. Ne défendez pas. Ne l'aseptisez pas. Les intentions importent peu. Les résultats, oui. Malcolm baissa les yeux vers la table. Pendant un instant, le silence retomba dans la pièce, à l'exception du faible bourdonnement de la ventilation au plafond. Mon équipe juridique m'a conseillé de me taire, finit par dire Malcolm. Ils ont dit que tout ce que je dirais pourrait être déformé. Utilisé comme une arme. Grégory se pencha légèrement en avant, ses doigts tapotant une fois sur le dossier. Tu es déjà une arme, Malcolm. Tu décides juste si tu seras utile avant de tomber. Malcolm hesita. Alors, qu'attends-tu de moi exactement? La réponse de Grégory fut immédiate. Aide-moi à concevoir et à lancer une initiative pour la sécurité des patients pédiatriques. Une vraie. Elle portera le nom d'Isaiah. Elle sera contrôlée de manière indépendante. Tu la soutiendras publiquement. Tu contribueras à son financement grâce au surplus hospitalier réaffecté, et tu la soumettras toi-même au conseil d'administration. Malcolm fronça les sourcils. Tu veux que je me transforme en figure de l'échec? Non, dit Grégory froidement. Tu l'as déjà fait. Je t'offre un second rôle, celui où tu contribueras à réparer le système que tu as laissé pourrir. Malcolm serra les doigts autour du bord de la table. Il fixa de nouveau les emails imprimés, puis la porte fermée derrière lui. Ses pensées s'emballèrent. Il vit les gros titres. Des manifestants. Des emails de donateurs qui retiraient des fonds. Les membres du conseil d'administration convoquèrent des réunions d'urgence. Tout ce qu'il avait mis des années à bâtir s'écroulait sous le poids d'une catastrophe évitable. Il regarda Grégory, assis immobile, calme mais sans pardon. Pas encore. Pourquoi devrais-je vous aider? Demanda finalement Malcolm, la voix rauque, une pointe de fierté encore accrochée à ses mots. Grégory s'éleva lentement. Sa présence sembla prendre de l'ampleur tandis qu'il s'avançait vers le bout de la table, repliant le dossier avec fermeté. Sa voix était basse, mais elle résonna comme un coup de marteau. Parce que m'aider est la seule raison pour laquelle votre héritage ne sera pas la pierre tombale d'un système qui a échoué. Il ne prit pas cette décision facilement. Le point de rupture survint lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration, tenue au petit matin, où les visages autour de la longue table polie ne semblaient plus calmes, ils semblaient effrayés. Les journalistes avaient commencé à creuser plus profondément, les manifestants ne quittaient pas les grilles de l'hôpital et 3 donateurs importants s'étaient discrètement retirés.
Malcolm Reed, directeur de Sycamore, resta assis en silence pendant qu'un des administrateurs lisait à voix haute un titre d'actualité d'un journal national. L'hôpital qui a pris la mauvaise jambe. En milieu d'après-midi, Malcolm se tenait devant une salle de conférence à l'étage administratif, les yeux fixés sur la plaque indiquant Gregory Barrett, conseiller spécial. Son propre reflet dans la porte vitrée semblait plus vieux qu'il ne l'était une semaine auparavant. Il frappa une fois et entra. Gregory ne se leva pas. Il était assis au bout de la longue table rectangulaire, les documents bien alignés devant lui. Sa veste militaire était repliée sur le dossier, les manches retroussées, la chemise repassée, l'air vif. Derrière lui, la lumière du soleil filtrait à travers les stores mi-clos, projetant des rayons lumineux sur son visage fatigué mais alerte. « Soyons clairs, dit Gregory d'une voix égale. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de construire quelque chose qui ne permettra plus jamais que cela se reproduise. » Malcolm hésita, puis s'assit en face de lui. « Vous avez toute mon attention. » Les deux hommes travaillèrent pendant des heures, élaborant un cadre que Gregory avait déjà élaboré dans sa tête des semaines auparavant. Le protocole pédiatrique Isaiah Barrett. Un nouvel ensemble de procédures, mais plus que cela, une nouvelle culture. Des listes de contrôle à triple vérification. Un scanner d'identification des patients, équipé de la technologie, nécessitait la confirmation de 3 membres du personnel avant toute intervention chirurgicale pédiatrique. Une signature numérique de chaque infirmière, interne et chirurgien, chaque étape étant enregistrée et horodatée. Mais Gregory ne recherchait pas seulement une politique. Il plaidait pour une formation obligatoire du personnel, non pas auprès de consultants hospitaliers, mais auprès d'officiers militaires à la retraite, des hommes comme Darren, spécialisés dans la gestion du stress, la communication sous pression et la prévention des erreurs. Les hôpitaux fonctionnent comme des zones de combat, a déclaré Gregory. Haute pression, enjeu important, marge d'erreur nulle. Nous formons les soldats à la performance sous le feu ennemi. Vos collaborateurs peuvent apprendre cela aussi. Il y eut une résistance. Les médecins seniors s'y opposèrent, invoquant la tradition et l'autonomie clinique. Mais la dynamique extérieure était devenue trop forte. Les protestations étaient passées des pancartes aux poursuites judiciaires. Les parents commencèrent à partager leurs propres histoires, les oublis chirurgicaux, les médicaments erronés, les erreurs d'inattention passées sous silence. Gregory les compila également, les ajoutant aux arguments croissants en faveur d'un changement systémique. Les semaines passèrent. Lentement, la défensive du personnel commença à s'estomper. Le premier atelier, animé par un colonel à la retraite nommé Marcus Hill, fut accueilli par des regards en coin et des bras croisés. Mais il n'était pas là pour faire la leçon, il était là pour écouter, puis pour remettre en question. « Vous portez des manteaux, pas des uniformes, a-t-il déclaré lors d'une séance, mais vous êtes des soldats à part entière. L'ennemi n'est pas seulement la maladie, c'est la complaisance. » Dès la 3e semaine, les techniciens restaient volontairement tard pour tester de nouveaux systèmes. Les jeunes médecins commencèrent à réécrire les habitudes des listes de contrôle dans leur mémoire musculaire. Gregory observa le déroulement avec une détermination silencieuse. Puis vint l'interview. Une équipe de télévision nationale arriva pour filmer un reportage sur Isaiah et la réforme qui portait son nom. Gregory accepta, mais seulement si Isaiah voulait participer. Le garçon, maintenant en rééducation depuis plusieurs mois, resta assis en silence pendant qu'on ajustait les caméras et les lumières. Ses jambes, désormais toutes deux arrachées, étaient équipées de la première version des prothèses. Il ne souriait pas. Mais il n'avait pas peur non plus. Le présentateur, un présentateur à la voix calme nommé Daniel Knox, se pencha en avant. « Isaiah, beaucoup de gens disent que c'est grâce à toi que cet hôpital a changé. Qu'en penses-tu » Isaiah baissa les yeux sur ses genoux, puis leva les yeux vers la caméra. « J'ai perdu mes jambes, dit-il d'une voix basse mais claire, mais peut-être que ça sauve celle de quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour ça que je suis encore là. » La salle d'audience resta silencieuse lorsque le juge lut l'ordonnance finale. Le docteur Leonard Keane, déchu de son droit d'exercer la médecine, est responsable de fautes professionnelles graves. Gregory Barrett était assis au dernier rang, sa posture militaire figée, le regard indéchiffrable. Il ne hocha pas la tête, ne broncha pas, ne sia même pas. Le verdict n'était pas une victoire, c'était une étape importante dans une guerre bien plus longue. Une petite justice,
mais pas de celles qui guérissent. Dehors, les journalistes se rassemblèrent près des marches du palais de justice, caméras braquées, micro levé. Grégory ne s'arrêta pas pour eux. Il passa sans un mot, son attention déjà portée sur quelque chose de plus personnel. Il avait reçu un message la veille, qui le surprit. Tran Holloway souhaitait le rencontrer. Ils organisèrent l'événement discrètement. Pas de presse, pas d'avocat, pas d'interférence. Juste une salle privée dans une aile calme de la bibliothèque d'une université voisine. L'espace était petit, bordé d'étagères de manuels médicaux obsolètes, et sentait légèrement la poussière et le vieux café. Une seule table était posée sous des néons vacillants. Grégory arriva le premier, y déposant un mince dossier. Il ne s'assit pas. Quand Tran entra, il semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses épaules étaient voûtées, sa cravate de travers et ses mains jouaient avec la bandoulière de son cartable. L'interne, autrefois enthousiaste, ressemblait maintenant à un homme en train de s'effondrer. Il s'arrêta à la porte, puis s'avança d'un souffle lent et lourd. « Je vous remercie d'être venu, » dit Tran d'une voix rauque, les yeux fixés au sol. Grégory ne répondit pas immédiatement. Il laissa le silence planer, pesant et posé. Finalement, il désigna la chaise en face de lui. Tran était assis, mais mal à l'aise. Sa jambe rebondissait nerveusement sous la table. « J'y ai repensé 1000 fois, » commença Tran. « Le graphique, les horodatages, le logiciel. Je croyais corriger une erreur de formatage. Je n'ai pas vérifié le fichier source. J'aurais dû. » Il leva les yeux, la voix brisée. « Je sais que je n'étais pas le seul fautif, mais je ne me pardonnerai jamais d'avoir déclenché cette chaîne. Je voulais juste être utile. » Grégory l'observa. Le garçon, car c'était encore ce qu'il était à ses yeux, ressemblait à un soldat sortant de sa première embuscade. Pas méchant. Juste mal préparé aux conséquences d'un seul faux pas. Le ton de Grégory était ferme. On ne gagne pas le pardon en demandant. Tran cligna des yeux, confus, se préparant à juger. Grégory attrapa le dossier et fit glisser un livret sur la table. Un épais manuel à reliure spirale intitulé « Le protocole Barrett, prévenir les erreurs chirurgicales grâce à la discipline systémique ». Il était détaillé, codé par couleur et abondamment annoté. Tran le saisit des doigts tremblants. « Tu le mérites », continua Grégory, en évitant la prochaine erreur. Tran regarda le manuel, puis revint à Grégory. « C'est le tien. » Grégory hocha la tête. « Je l'ai écrit avec l'équipe chirurgicale, Darren, et quelques personnes de l'armée. Ce n'est pas une solution miracle. Mais c'est un début. Si tu veux terminer tes études de médecine, commence ici. » Tran déglutit, accablé, et pendant une seconde, il sembla au bord de l'effondrement. Mais Grégory se leva et ajusta sa veste, indiquant clairement que la réunion était terminée. Tran ne tendit pas la main. Il tenait simplement le manuel près de lui, comme s'il s'agissait de son premier élément de structure depuis des mois. De l'autre côté de la ville, tandis que Grégory rencontrait l'interne dont l'erreur avait tout déclenché, Isaiah Barrett se retrouvait face à un champ de bataille bien à lui. Le centre de rééducation sentait l'antiseptique et les tapis en caoutchouc. Isaiah se tenait au bord d'une barre parallèle, prothèse bien en place, la sueur dégoulinant de son front. La première fois qu'il avait essayé de marcher, il était tombé. Puis de nouveau. Et encore. Mais maintenant, il se tenait debout. Tremblant, mais debout. Son kiné lui fit un signe de tête prudent, puis recula. Darren, debout à proximité, vêtu d'un t-shirt noir délavé, un chronomètre autour du cou, désigna un parcours d'obstacles rembourré qu'il avait lui-même installé dans le gymnase annexe du centre. « Prêt, soldat ?» Isaiah esquissa un sourire faible mais déterminé. « Allons-y !» Le bruit du métal cliquetant et des respirations tendues emplissait l'air tandis qu'Isaiah entamait sa lente et déterminée marche en avant. Chaque pas était une mission. Equilibre, S-adjuster, a terror. Les moignons de ses jambes s'enfonçaient dans les cavités de ses prothèses à chaque mouvement, une douleur sourde submergeant sa détermination. Il atteignit le premier obstacle, une barre en caoutchouc surélevé. Il hésita, prit une inspiration, leva la jambe droite, puis la gauche. Il la franchit. Darren siffle bereavement. Bien. Continue. À mi-chemin, Isaiah trébucha. Il se rattrapa à une rampe proche, la mâchoire serrée de frustration.
Grégory entra alors, silencieux comme toujours. Il ne lança aucun encouragement. Il ne tendit pas la main. Il attendit. Isaïa se ressaisit, s'avança de nouveau et termina le parcours. C'est alors seulement que Grégory s'approcha. Il s'agenouilla à côté de lui, non pas avec pitié, mais avec la fierté que seul un père forgé dans l'épreuve pouvait exprimer. Chaque pas que vous faites est un pas qu'il pensait impossible, lui dit Grégory. La salle d'audience était silencieuse lorsque le docteur Léonard Keane monta à la barre, sa blouse blanche depuis longtemps remplacée par un costume gris qui lui tombait sur la silhouette. Le chirurgien, autrefois sûr de lui, paraissait diminué, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il ajustait le microphone. Son avocat lui adressa un léger signe de tête depuis la table voisine, l'invitant à commencer. Keen esclaircit la gorge. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal, commença-t-il d'une voix basse et caverneuse. J'étais dépassé. La pression, le nombre de patients, la pression administrative pour respecter les quotas, tout cela se confondait. Depuis la tribune, Grégory Barrett était assis, immobile, les yeux rivés sur Keane comme une lunette fixe. Il n'affichait aucune expression, aucune colère, aucune sympathie, juste l'immobilité d'un homme qui avait calculé chaque mouvement et qui regardait maintenant la pièce finale se mettre en place. Keane poursuivit, « J'ai pris des décisions que je croyais efficaces. J'ai rogné sur les coups parce que je pensais pouvoir y arriver. Mais je n'ai pas pu. J'ai échoué. » Le juge haussa un sourcil tandis que des murmures parcouraient la salle. Le procureur se leva, arpentant la salle d'un pas posé. « Dr Keane, dit-il en s'immobilisant devant le box des témoins, vous dites que l'épuisement professionnel vous a poussé à ignorer les protocoles de sécurité. » « Oui, répondit Keane en hochant faiblement la tête. Je ne suis pas le seul. Le système tout entier privilégie la rapidité à la précision. Pourtant, vous avez été prévenu. À maintes reprises. Des infirmières ont porté plainte. Les registres indiquent des alertes liées à votre nom. Pourtant, vous les avez ignorées. Pourquoi ? Keane baissa les yeux sur ses mains, cherchant une réponse à laquelle il ne croyait plus. Parce que je pensais être trop bon pour me tromper. La salle d'audience se raidit devant l'honnêteté de cette phrase, trop tardive, trop crue. Grégory ne broncha pas. Il avait entendu assez d'excuses, assez d'excuses. Ce qui comptait désormais, c'était que le monde entende la vérité sous serment. Le verdict tomba quelques heures plus tard, coupable de faute professionnelle, le jury statuant à l'unanimité. La sentence du juge comprenait des millions de dollars de dommages et intérêts pour la famille Barrett. Des flashs crépitèrent devant le palais de justice, les journalistes lancèrent des questions, mais Grégory ne s'arrêta pas pour parler. Il passa devant eux d'un pas calme et déterminé, l'enveloppe contenant le verdict sous le bras. Plus tard dans la soirée, de retour chez lui, Grégory ouvrit le tiroir de son bureau et sortit un chèque du fonds séquestré du tribunal. Il le fixa longuement, comme s'il le mettait au défi de lui donner une signification. Puis il le céda entièrement à la Fondation Barrett pour l'intégrité chirurgicale. Il avait créé cette fondation 2 mois plus tôt, anticipant le résultat. Elle financerait des formations à la sécurité chirurgicale, des équipes d'audit indépendantes et un soutien aux familles dont les enfants avaient souffert d'une erreur hospitalière. Grégory ne voulait pas de représailles. Il voulait de la prévention. Pendant ce temps, Isaïa réapprenait à sourire. Ses journées n'étaient plus rythmées par les lumières incessantes de l'hôpital et les termes médicaux feutrés. Maintenant, la cuisine sentait le fromage grillé et le romarin tandis qu'il cuisinait aux côtés de son oncle Darren, qui faisait des blagues et transformait chaque leçon en compétition. Ils peignaient aussi ensemble, des toiles bordaient le couloir, certaines lumineuses et abstraites, d'autres douces et détaillées. Isaïa préférait dessiner des endroits qu'il n'avait jamais vus. Des montagnes, des océans, des planètes. Des mondes où il pouvait courir librement. Un après-midi, alors que le soleil perçait à flots par la fenêtre, Grégory entra dans la cuisine et remarqua quelque chose de nouveau sur la porte du réfrigérateur. Un dessin. Isaïa l'avait collé là discrètement, sans un mot. Gregory S. approacha. C'était le croquis saisissant d'un super-héros, grand et souriant, avec des prothèses de jambes lumineuses et un costume bleu et or. Derrière lui se dressait un hôpital, étincelant de rayons de lumière. Le super-héros volait au-dessus, les bras écartés, sa cape flottant derrière lui. Dans un coin, d'une écriture soignée, était inscrit « Mes jambes ont disparu, mais je reste debout ».
Les flashs se sont déclenchés dès que Grégory est monté sur le podium. Les appareils photo ont cliqué en rafale, résonnant sur les murs fraîchement peints de l'aile intégrité du Sycamore Medical Center, récemment rebaptisé. Cela faisait exactement 1 an qu'il avait vu son fils entrer au bloc opératoire et en ressortir sans la jambe gauche. Aujourd'hui, l'homme autrefois contraint au silence se tenait devant une conférence de presse bondée, remplie de journalistes, de membres du conseil d'administration de l'hôpital, de personnel médical nouvellement nommé et de dizaines de parents serrant leurs enfants contre eux. Grégory portait sa veste militaire, décorée mais déboutonnée au col. Ce n'était pas pour le spectacle. C'était une déclaration de volonté, pas de vanité. Sa posture était droite, ses mains fermement posées sur les côtés du podium, mais son regard portait le poids de tout ce qui s'était passé au cours de l'année écoulée. Au premier rang était assis Isaiah, légèrement appuyé sur le bord de son fauteuil roulant, ses 2 prothèses de jambes subtilement visibles sous un pantalon impeccablement repassé. À côté de lui se trouvait Darren, portant désormais un badge accroché à sa poitrine, celui du nouveau chef de la sécurité de Sycamore. Le regard de Darren balayait la pièce tel un soldat scrutant le périmètre, mais lorsqu'il regarda Isaiah, il ne ressentit que de la fierté. Grégory ajusta le micro. Le bruit dans la salle s'apaisa. Ce n'est pas une question de blâme, commença-t-il d'une voix claire, lente et posée. C'est une question de responsabilité. Un silence s'installa dans l'auditorium. Les lumières des médias se reflétaient sur ces médailles, mais Grégory les ignora. C'est ce que nous faisons qui compte, poursuivit-il, quand le système auquel nous faisons confiance s'effondre. Il marqua une pause. Son regard se posa sur Isaiah. L'espace d'un instant, sa gorge se serra, mais il tint bon. Derrière lui, sur l'écran du projecteur, une image apparut. Une page numérisée du nouveau protocole pédiatrique Isaiah Barrett, une initiative qui avait déjà commencé à transformer les pratiques hospitalières dans tout l'État. Je suis venu ici il y a 1 an en espérant que mon fils sortirait plus fort de cet endroit, dit-il d'une voix plus grave. Au lieu de cela, ils ont pris ce qu'ils étaient censés sauver. Des murmures parcoururent la foule. Mais cette histoire ne parle pas de tragédie. C'est une question de choix. De ce qui arrive quand on choisit d'affronter l'échec au lieu de le dissimuler. Grégory s'écarta un instant du podium et désigna la banderole accrochée au mur sur laquelle était écrit « Un enfant a tout changé ». Mon fils n'est pas une victime, dit-il en revenant lentement au centre. C'est grâce à lui que nous avons reconstruit la maison au lieu de simplement la repeindre. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Les applaudissements fusèrent, d'abord hésitants, puis de plus en plus forts, jusqu'à ce que même les membres du conseil médical se lèvent. Mais tandis que les caméras filmaient la foule, ce n'était pas Grégory qui était au centre de l'attention, mais Isaiah. Le garçon fit un petit signe de la main timide. Une main, levée lentement, modestement. Mais ce simple geste fit lever toute la salle. Les journalistes baissaient leurs caméras. Les agents de sécurité restèrent immobiles. Et pendant quelques secondes, le silence fut total, jusqu'à ce qu'un tonnerre d'applaudissements revienne, plus fort qu'avant. Les joues d'Isaiah s'empourprèrent. Il se pencha vers Darren et murmura quelque chose d'inaudible. Darren rit doucement, lui donnant un léger coup d'épaule. Une fois les formalités terminées et la presse sortant, Grégory descendit de scène et se fraya un chemin à travers la foule. Il s'arrêta brièvement pour remercier un jeune résident qui avait contribué à l'instauration de protocoles de sécurité supplémentaires. Il serra la main du vérificateur des comptes qui avait discrètement lancé l'enquête initiale. Chacun de ses pas lui rappelait discrètement que la réforme ne se construisait pas par des discours, mais par des actes. Dans le couloir devant l'auditorium, les lumières étaient tamisées, le bruit s'estompait. Grégory aperçut Isaiah près de la fontaine, flanqué de Darren. La cravate du garçon était légèrement de travers et sa prothèse de pied tapait le carrelage à un rythme irrégulier. Grégory s'agenouilla près de lui. « Tu as bien fait, » dit-il doucement, son regard rivé sur celui d'Isaiah. « Tu n'as pas seulement survécu. Tu as tout changé. » Isaiah pencha la tête, un sourire illuminant son visage. « Je t'avais dit que tout irait bien. » Il pensa que ce n'était qu'une erreur, jusqu'à ce que le pouvoir franchisse la porte. Si vous croyez en la justice, la dignité et la vérité, abonnez-vous et rejoignez la chaîne. Ensemble, nous nous élèverons. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est une fiction,
créé pour mettre en lumière les conséquences dévastatrices de la négligence médicale et l'importance de la responsabilisation. Son objectif est d'inspirer des discussions sur la justice, la sécurité et l'urgence de réformer et de superviser les systèmes de santé.